S'il y a quelque chose dont on parle tout le temps sans vraiment savoir ce que c'est le PIB. Oui, le produit intérieur brut. C'est pourtant essentiel de savoir ce qui s'y cache si on veut comprendre les fragilités de notre société. Quelle est l'histoire du PIB? Quelle est son utilité et quels sont ses plus grands défauts? Avouez, vous avez hâte d'en savoir plus. Bah t'as qu'à dire que le PIB c'est comme la croissance et puis c'est bon. Ouais, non, pas du tout. Bon, je vous explique. D'accord, faisons comme ça. Pour comprendre l'origine du PIB, faisons un parallèle avec le monde de l'entreprise. Vous avez peut-être déjà entendu parler des indicateurs clés de performance, ou KPI en anglais, Key Performance Indicator. Les KPI sont des indicateurs chiffrés et mesurables qui sont là pour évaluer une situation et pour vous aider à prendre des décisions et améliorer vos objectifs. Pour mieux comprendre le truc, si vous êtes conducteur d'une voiture, votre objectif est d'arriver à destination. Vous avez sur votre tableau de bord plusieurs indicateurs, la vitesse du véhicule ou le taux de remplissage du réservoir. Ces indicateurs sont là pour vous permettre de savoir si vous devez ralentir ou accélérer ou si vous devez vous arrêter faire le plein. Ils sont des aides pour mieux gérer votre conduite. Dans une entreprise, si le patron cherche à savoir si les salariés sont heureux de travailler, alors il peut suivre par exemple l'indicateur du turnover, c'est-à-dire le nombre de salariés qui quittent l'entreprise chaque année. Si cet indicateur est bas, ça veut dire globalement que les employés n'ont pas envie d'aller travailler ailleurs. Bien sûr, un seul KPI n'est généralement pas suffisant, et c'est avec plusieurs indicateurs bien choisis que l'on peut mener sa barque sans se planter. Pour reprendre l'exemple de la voiture, si vous avez uniquement la vitesse comme indicateur, vous n'avez aucune idée de quand vous arrêtez faire le plein et vous risquez de tomber en panne sèche, ruinant du coup votre objectif. Il est également possible de choisir de mauvais indicateurs, contre-productifs pour vos objectifs. Par exemple, dans une entreprise, l'objectif suprême, c'est la rentabilité. Si un patron demande à son DRH de diminuer la masse salariale, ce dernier pourrait potentiellement faire focus sur l'indicateur salaire moyen. Il va y répondre en faisant potentiellement pression sur les salariés et en diminuant les salaires à l'embauche. Il répondra peut-être à l'objectif du patron, mais risque à côté d'augmenter le turnover et de diminuer la qualité et l'abnégation de ses salariés. Donc à terme, diminuer la rentabilité qui était pourtant l'objectif. Vouloir améliorer l'indicateur salaire moyen risque donc de faire régresser l'objectif. Mais vous allez me demander, quel rapport avec la SMOUL? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, imaginons que l'État est une très très grande entreprise. Elle a un objectif annoncé, le bonheur de sa population. Elle a aussi des rentrées d'argent, des coûts, des clients, que sont ses électeurs. Eh bien, c'est tout naturellement qui vient à l'esprit d'utiliser des KPI pour mieux le gérer et pour ne pas piloter à l'aveugle. Dès 1664, ce bel homme aux cheveux soyeux, William Petty, a tenté de calculer le revenu total national de l'Angleterre. L'objectif de cet indicateur précurseur était alors double, pouvoir optimiser les impôts en fonction des revenus des citoyens et aussi pouvoir comparer l'Angleterre avec ses principaux rivaux, la France et les Pays-Bas notamment. Mais la tâche étant ardue et les résultats peu fiables, les tentatives ont été rares au cours des 18e et 19e siècles d'améliorer cet indicateur. L'idée d'une comptabilité nationale a été mise de côté pendant 3 siècles et pof, on atterrit directement dans les années 1930. Pendant cette grande période de chômage élevé, de dépression économique et de montée des totalitarismes, les USA se mettent à s'intéresser à la chose, notamment pour savoir ce qui s'est passé depuis la crise de 1929. Simon Kuznets invente alors un outil économique de calcul de la création et de la production de richesses qui deviendra plus tard le PIB. Un peu après, en 1936, ce bel homme à la moustache soyeuse que vous connaissez forcément si vous avez déjà suivi un cours d'économie, John Maynard Keynes, sort son ouvrage Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Ce livre eut un énorme impact sur les politiques des pays occidentaux. Or, Keynes y développait une théorie qui établissait un lien fort entre des taux de chômage élevés et une mauvaise gestion du pays. Du coup, il fallait mettre en place ces indicateurs pour répondre à la crise du chômage. C'est ainsi que ces indicateurs de comptabilité nationale se sont démocratisés dans les pays développés. D'évolution en évolution, on arrive dans les années 90, où des groupes de travail conjoints entre l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, Eurostat, etc. harmonisent les règles pour que tout le monde calcule le PIB de la même manière et qu'on puisse enfin comparer nos grosses bourses sans problème. Maintenant qu'on a vu l'histoire de cet indicateur, voyons ce qu'il représente. PIB, Produit intérieur brut. Voici la définition donnée par notre encyclopédie préférée. En comptabilité nationale, somme des valeurs ajoutées, biens et services, réalisées annuellement sur le territoire national par les entreprises d'un pays, quelle que soit leur nationalité. Ça vous avance, hein? L'idée globale du PIB, c'est de calculer la valeur produite de biens et de services dans l'année sur le territoire, en sommant tout simplement la valeur ajoutée de toutes les ventes. La valeur ajoutée, encore un autre gros mot? La valeur ajoutée, c'est la différence entre votre prix de vente et le prix d'achat de vos consommables, matières premières et outils. Par exemple, si vous avez utilisé 10 € de bois, 5 € de vis
et 2 € d'utilisation d'une machine pour fabriquer votre chaise et que vous la revendez 30 €, vous avez produit 30 moins 17, soit 13 € de valeur ajoutée. Pour calculer le PIB national, on demande globalement à toutes les entreprises enregistrées dans le pays de fournir leurs chiffres de valeur ajoutée. Tu leur dis pour la cocaïne ? Ah oui, fun fact. La dernière modification des règles de calcul en France s'est faite cette année en 2018. L'Union européenne nous a demandé d'ajouter certains commerces illégaux en France, mais légaux dans d'autres pays. Du coup, on a ajouté une estimation du commerce illégal de la drogue dans notre comptabilité nationale. Et au dernier moment, l'INSEE, qui calcule le PIB en France, s'est retenu d'ajouter la prostitution. Avec le PIB, on peut voir si notre économie est vigoureuse ou pas. S'il y a une production forte, c'est aussi qu'il y a plus de consommation, donc plus de bonheur pour les habitants. C'est en tout cas l'idée sous-jacente lorsque le PIB a été créé. Des foyers qui achètent un lave-linge, une télévision ou une voiture, ce sont des habitants heureux puisque leur confort s'améliore. Et puisqu'il faut du monde pour produire, plus de production égale moins de chômage, et le tour est joué. Avoir un PIB fort, c'est donc beaucoup de production, peu de chômage, des consommateurs satisfaits, fin de l'histoire. Et en plus, le PIB est relativement simple à calculer, donc c'est double jackpot. L'objectif que se donnent les gouvernements à travers le monde est donc d'augmenter le PIB chaque année, afin de satisfaire le plein emploi et d'augmenter le confort global des habitants. Afin de mieux analyser cet indicateur, les gouvernements se doivent de le normaliser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il veuille dire la même chose au cours du temps et de l'espace. C'est pourquoi, premièrement, on l'harmonise d'année en année pour annuler l'inflation, c'est-à-dire pour ne pas mesurer faussement une augmentation de PIB alors que ce sont juste les prix qui ont augmenté. On obtient alors ce qu'on appelle le PIB nominal ou alors le PIB à monnaie constante. Deuxièmement, on les passe tous dans la même monnaie, en dollars, pour pouvoir comparer les pays entre eux. On obtient donc uniquement des PIB à dollars constants. Si on s'arrête là, voici un classement des 10 premiers PIB dans le monde. D'après le FMI, donc en 2017, on a les USA premiers, loin devant la Chine, et extrêmement loin devant le Japon et l'Allemagne. La France est 7e. On entend souvent qu'on est la 7e puissance mondiale. Ceux qui disent ça considèrent que la puissance est intimement liée à la capacité de produire plein de biens et de services. Chacun jugera. Troisièmement, si l'on souhaite, et on ne souhaite pas trop en France parce que ça ne nous arrange pas, on peut également harmoniser le PIB en fonction du pouvoir d'achat des habitants, c'est-à-dire du coût global de leur vie. On obtient alors le PIB avec parité du pouvoir d'achat ou PIB-PPA. Voici alors le nouveau classement à droite comparativement au premier à gauche. On voit que la Chine est très largement en tête et que la France est 10e, à peine devant le Mexique. On utilise souvent un autre indicateur appelé le PIB par habitant, c'est-à-dire le PIB divisé par le nombre d'habitants. Cet indicateur permet de mesurer ce qu'a produit un habitant en moyenne durant l'année. Ça permet aussi de mesurer en miroir le niveau de confort moyen d'un habitant. Et évidemment, il existe aussi le PIB par habitant PPA, donc à parité de pouvoir d'achat. Et là, niveau classement, voici ce que ça donne. C'est complètement différent du PIB total, on n'a plus aucun repère. Les premiers pays sont le Qatar, Macao, le Luxembourg, Singapour. Les USA sont 13e, la France 29e et la Chine 82e. Bizarrement, cet indicateur n'est pas très utilisé par notre gouvernement, ça alors. Ce qu'on appelle croissance, c'est la différence en pourcentage entre le PIB de l'année dernière et le PIB de cette année. On dit qu'on est en croissance lorsque le PIB augmente d'une année sur l'autre. Par exemple, en 2016, la France avait un PIB de 2806 milliards de dollars et en 2017 de 2857 milliards de dollars. La France a donc connu en 2017 une croissance de 2857 divisé par 2806, soit 1,8%. Ça veut dire que l'ensemble de toutes les productions du territoire a été plus élevé de 1,8% en 2017 qu'en 2016. Et si on veut une croissance chaque année, alors on doit produire toujours plus, inlassablement. Nos gouvernements pilotent énormément nos pays avec le PIB et la sacro-sainte croissance. C'est quelque chose que l'on entend énormément dans leur bouche. La France, 0,9 au lieu de 0,4. Est-ce que la France pourra dépasser, parce qu'on voit les conséquences aussi pour l'emploi, dépasser le 1% cette année ? Mais vous savez, il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson. Faire 1% de croissance me paraît réaliste. Eh bien, nous avons décidé de revoir notre prévision et de la ramener, comme nos amis allemands, à 1% pour l'année prochaine. Alors, ont-ils raison de le faire ? La croissance est-elle un indicateur qui permet de garantir à la population du bien-être et du bonheur ? Beaucoup de monde en doute aujourd'hui. Nous avons donc vu l'histoire de la comptabilité nationale, que vous pourrez retrouver plus en détail dans le livre « Faut-il encore attendre la croissance ?» de Dominique Méda et Florence Janicaltrice. Maintenant, que peut-on reprocher au PIB ? Eh bien, pas mal de choses, tellement que l'on pourra y consacrer tout le prochain épisode. Rappelez-vous, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, un abonnement est une ressource incroyable pour moi.
Alors partagez et parlez-en autour de vous. Et à la semaine prochaine. Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central puis sur s'abonner. Vous pouvez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à pouce bleu ou commenter pour aider la chaîne. À bientôt.